Jean-Sébastien, salut, bienvenue dans les coulisses du Web3. Tu es Bonjour. CEO, salut, tu es CEO de La Collection. C'est une plateforme qui certifie au format NFT les œuvres des plus grands musées. On viendra d'ailleurs sur la proposition de valeur. Mais déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et me dire ce que tu as fait avant La Collection? Bien sûr. Bon, bah, déjà, merci pour cette invitation. Donc oui, Jean-Sébastien Beaucamp, moi j'ai un parcours qui a toujours été, d'un point de vue professionnel, tourné autour de la question suivante, qui est comment une entreprise traditionnelle peut profiter des nouvelles technologies pour se réinventer, soit à travers la diversification de revenus, soit à travers l'optimisation des process. C'est quelque chose que j'ai fait dans des secteurs très différents, avec des postes différents. J'ai fait en conseiller en stratégie, je l'ai fait un peu en fusion-acquisition. J'ai créé même un fonds de corporate VC pour une grande entreprise française où l'idée, c'était de coupler partenariat avec une start-up et investissement. Parce que pour innover, les grands groupes ou enfin, n'importe quelle entreprise traditionnelle va beaucoup plus vite si elle travaille dans une logique de partenariat avec des startups. Et donc, ça permet de lancer un projet en 2 mois au lieu de 2 ans, que ça coûte, on va dire, moins de 100 K au lieu de 2 millions, d'avoir une véritable expertise parce que la startup est focalisée et a l'expertise très particulière, parfois de niche, et donc il y a des talents que les grands groupes n'arrivent pas à attirer. Donc, pour toutes ces raisons, en fait, ça m'a permis de nouer des partenariats et parfois d'investir dans les sociétés. Et ça m'a amené à travailler dans le secteur de la blockchain, qui est évidemment une des technologies sur laquelle je me suis penché très rapidement. Et on va dire mon parcours, donc ça c'est mon parcours professionnel, mais j'ai eu une prise de conscience d'un point de vue personnel pendant le confinement que ce qui me manquait le plus, c'était de ne plus pouvoir aller dans les musées ou les galeries. Je suis un amateur d'art, je ne suis pas un expert du monde de l'art, mais je suis un amateur d'art. Et en fait, je me rends compte que enfin, je suis persuadé que l'art a un impact très, très, très positif sur le bien-être. Et en fait, en être privé, j'ai senti un véritable manque que j'essayais de compenser comme je pouvais à travers du sport ou autre chose, mais ça n'a pas été suffisant. Et du coup, m'est venue cette idée de, en fait, combiner cette passion professionnelle autour de la transformation digitale, comme certains groupes le disent. Je déteste ce mot, mais peu importe. On va dire autour de l'innovation, mais surtout comment leverager la technologie blockchain et l'appliquer au secteur artistique. C'est pour moi une magnifique manière de combiner mes 2 passions, professionnelles et personnelles. Super clair. Et d'ailleurs, j'enchaîne avec La Collection. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est La Collection, comment ça fonctionne Oui, alors, bon, je suis pas étonné que tu présentes ta collection, comme tu l'as fait parce qu'en fait, notre genèse, ça a été de commencer à travailler avec des musées. Donc on s'est lancé, avec le 1er partenaire était le British Museum. Et donc on s'est lancé en 2021 avec ce musée. Et là, l'idée, c'était de mettre en avant une partie de la collection qui est rarement exposée et de compléter, en fait, une exposition physique. On jouait un rôle de pont entre, des visiteurs qui se déplacent au British Museum, qui ont découvert, une partie de la collection, du musée. En l'occurrence, c'était une exposition dédiée à l'artiste japonais Hokusai. Il y avait, il me semble, un peu plus d'une centaine d'œuvres qui étaient exposées et sur notre plateforme, on avait l'intégralité de la collection Hokusai, du British Museum qui était exposée, soit plus de 200 œuvres, 230, à peu près. Et donc c'était une manière, en fait, pour ces visiteurs de prolonger leur expérience muséale, à travers, notre plateforme. Et c'était facilité par la mise en place d'un pop-up store, dans le musée qui expliquait aux visiteurs, ce qu'est la collection, ce que sont les NFT, et quel est l'intérêt de visiter, la collection. Donc nous, on est vas-y, oui. Non, mon point, c'est qu'à ce moment-là, du coup, c'était vraiment une exposition finalement virtuelle qui était à la suite d'une exposition physique, en fait. Ouais, alors, exposition virtuelle, oui, mais pas dans le sens viewing room Oui, où, tu te balades, c'est plus, exposition virtuelle dans laquelle tu retrouves donc les œuvres que tu as vues ouais. dans le musée. Tu vas en découvrir des nouvelles, donc c'est pour ça que c'est vraiment un prolongement de l'expérience ou un approfondissement de la découverte d'un artiste. Et y a associé du contenu spécifique, parce que moi l'idée aussi, de base, c'est de m'entourer de professionnels, des experts du monde de l'art et d'adopter en fait une approche curatoriale très aboutie. Parce qu'aussi ce qui m'a donné envie de me lancer, c'est une prise de conscience que toutes les plateformes évidemment je regardais, et je commençais à acheter des NFT, sur différentes plateformes. Bon je dirais le pire cas étant vraiment OpenSea où je trouve que,
mettre sur une marketplace un peu on va dire une expérience à la eBay, entre guillemets, dans le sens où tu vas parfois trouver un dessin d'un gamin de 5 ans qui a été posté par un parent à côté d'une œuvre d'art d'un artiste en fait de premier plan. Et si tu veux avoir un peu plus de contenu, savoir quelle est l'histoire de cette œuvre, l'histoire de l'artiste, tu as rien en fait. Le seul recours que tu as, c'est de faire des recherches sur Twitter. Et c'est pas extrêmement simple. Donc nous, l'idée, c'était de en fait réfléchir à chaque vente comme une exposition. Et donc du coup, être en lien, soit faire un focus sur un artiste, soit en groupe show, donc c'est plusieurs artistes autour d'un thème commun, et de réfléchir sur justement l'histoire qu'on raconte lorsqu'on met en vente un artiste ou plusieurs artistes autour d'une thématique. Et ça, du coup, ça donne beaucoup plus de sens, en fait. Et du coup, ça a même une logique, comment dire, une découverte culturelle intéressante. Même s'il n'y a pas d'achat, c'est intéressant. Et l'idée, c'était de justement se tourner, non pas sur un public un petit peu nerd, où, bon là maintenant, on va dire le standard, c'est un petit peu évolue dans le bon sens, mais au moment de notre lancement, c'était très rare de pouvoir acheter un NFT avec une simple carte bleue. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait dès le premier jour, hein. C'était extrêmement important parce qu'on s'adressait au grand public. Et donc l'idée, c'est de vraiment toucher ce grand public et donc de simplifier complètement l'expérience. Donc ça, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de notre ADN, c'est qu'on n'est pas à vouloir uniquement se focaliser sur des early adopters du Web3. Et donc voilà, donc ça, c'est le premier cas d'usage en fait qu'on a. C'est comme ça qu'on s'est lancé. On a noué des partenariats avec d'autres musées dans ce sens, en Autriche avec le Leopold Museum, aux États-Unis avec le Museum of Fine Arts de Boston. Et puis, il y avait cette volonté dès le début, dans notre vision, de créer un dialogue avec des artistes contemporains. Et moi, ce qui m'intéresse personnellement, très souvent, ce qui m'intéresse énormément dans les expositions, c'est lorsque un artiste contemporain va s'inspirer d'une œuvre de la collection du musée, qui est une masterpiece, et va créer parfois une œuvre même abstraite, alors qu'il s'appuie sur une figurative. Mais ce qui va être vraiment intéressant, c'est ce dialogue, et en fait, c'est comprendre le sens qui lie l'œuvre, on va dire, connue du grand public à cette œuvre d'un artiste contemporain. Et ça, j'ai voulu l'appliquer avec l'art digital, voilà, en créant en fait un réseau une sélection d'artistes qui font partie de notre réseau aujourd'hui, qui sont des artistes qui sont déjà, on va dire, reconnus. Et l'idée, c'est justement donc de créer ces dialogues soit à partir d'une œuvre, soit à partir même d'un lieu. Et là, c'est typiquement ce qu'on fait avec la Monnaie de Paris, où en fait, l'idée de la collection, en fait, si je devais la résumer, c'est d'être un pont entre des institutions culturelles, des artistes et des collectionneurs. D'accord? Et donc, les institutions culturelles, on va les aider dans leur réflexion stratégie Web3. Est-ce que c'est la mise en valeur de leur collection? Est-ce que c'est donner un coup de jeune en faisant venir un coup de jeune ou attirer un public un peu différent en faisant venir un artiste numérique? Est-ce que c'est la mise en place d'outils de fidélisation qu'on fait également? En fait, on a différentes briques de services aujourd'hui qu'on propose aux institutions culturelles. Pour les artistes, ça va être justement de les aider à être mis en avant dans des lieux prestigieux comme la Monnaie de Paris, où aujourd'hui on a un artiste qui est exposé jusqu'à fin octobre. Ça a commencé fin juin, donc de fin juin à fin octobre cette année 2023. Et en fait, là, c'est tout un discours autour de la signification de la monnaie numérique versus la monnaie physique, évidemment, de la monnaie. Et donc, quel est l'avenir d'une institution avec le développement des crypto-monnaies? Et pour les collectionneurs, c'est faciliter l'accès, en fait. C'est vraiment débloquer l'accès et rendre la complexité de la technologie complètement invisible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, comme j'expliquais, on veut très facilement, pour on va dire, un nouveau collectionneur, qui puisse acheter sans avoir de wallet ni de crypto. Et en fait, avec une simple carte bleue, alors évidemment, la complexité technologique elle est toujours là, mais elle est invisible pour le collectionneur. On met en place aussi ce qu'on appelle des digital souvenirs, des souvenirs numériques, où en fait une personne va pouvoir, en scannant un simple QR code, obtenir son premier NFT en 15 secondes. Et donc du coup, l'idée, c'est de casser la barrière mentale parce qu'on est bien conscient, qui est liée en fait à la complexité préconçue en fait des utilisateurs. Voilà. Et je trouve que c'est un super exemple, le partenariat que vous avez actuellement avec la Monnaie de Paris. Si on prend cet exemple-là,
Mmh. comment ça se passe? C'est vous qui avez connecté donc la Monnaie de Paris, avec cet artiste? Oui. En fait, donc la Monnaie de Paris, on discute avec, plusieurs institutions culturelles, hein, depuis notre lancement évidemment. Les besoins sont pas toujours les mêmes. Comme j'expliquais, en fait, certaines institutions, souhaitent mettre en avant une partie de la collection et c'est un vrai sujet, hein, pour, les musées. Généralement, un musée expose moins de 10 ou 15 selon sa taille, hein, mais entre 10 et 35 de sa collection et parfois ça pour un grand musée comme le Louvre, c'est même 2 de sa collection, en fait, qui est exposée. Le reste est sous coffre. Alors la mission d'une institution, c'est de rendre accessible au plus grand nombre, on va dire l'accès à cette collection. Et d'ailleurs, par Donc rapport à ça, pourquoi il y a qu'une partie, qui est, exposée? Est-ce que c'est par manque de place, par c'est un manque de sécurité? place. Ouais. C'est un manque de place, tout simplement, ouais, bien sûr. Mmh. C'est un manque de place, les musées prêtent, certaines œuvres, mais c'est pas toujours évident, il y a des risques ou des coûts liés à la logistique, à l'assurance et parfois, en fait, les œuvres sont trop fragiles même pour, simplement voyager, et donc elles sont parfois rarement exposées. Je vais donner un exemple concret avec le Museum of Fine Arts de Boston. L'idée, c'était, de mettre en avant des pastels qui sont rarement exposés parce que la luminosité abîme énormément, en fait, ces œuvres. Donc on les a, certaines numérisées, d'autres on avait déjà, des numérisations, possibles et enfin disponibles pardon, et l'idée c'est, donc de mettre en avant du coup cette partie de la collection qui est exposée tous les 5 ans, tous les 10 ans, donc très, très, très rarement, et d'inviter en fait nos collectionneurs à découvrir les œuvres originales qui vont être sorties exclusivement pour eux pendant une journée. Oui, c'est une nouvelle manière aussi de penser, on va dire la rotation de sa collection. Et pour cet Heu, exemple-là, pardon, avant qu'on rebondisse sur la Monnaie de Paris et pour l'exemple, du Boston, du musée de Boston dont tu parlais, ouais, hem, de ce que je comprends donc là, le cas d'usage, c'est vraiment permettre à certaines personnes de voir donc, les pastels pendant, une durée limitée, hein, donc par exemple pendant un jour. Hem, et est-ce que, par exemple, vous avez numérisé ces œuvres aussi pour qu'elles soient accessibles en ligne à tout moment? Et à quel moment aussi il y a eu l'intervention de la blockchain? Enfin, comment vous avez, lié ça avec la blockchain, en fait? alors les œuvres certaines numérisées, certaines qui étaient on avait déjà les fichiers, elles sont disponibles, une fois qu'elles sont mises sur la plateforme, elles sont disponibles aujourd'hui. Si tu vas sur la Ouais. collection.io, tu vas pouvoir les voir et tu vas pouvoir y associer du contenu. Heu, Tu vas pouvoir les voir sur la collection.io et d'ailleurs, tu vois là, juste derrière une Samsung Frame, en fait, la collection maintenant, on a développé une application qui est installée, que tu peux installer sur ton téléviseur et donc du coup, tu peux accéder également à ce contenu sur ton téléviseur OK, et tu peux énorme. acheter, tu vas pouvoir, scanner, directement depuis ton téléviseur et acheter le NFT si ça t'intéresse. Donc c'est encore une fois, l'idée, c'est de aussi pouvoir, heu, hem, mettre en place ce qu'on appelle des collections hybrides ou des murs hybrides chez nos collectionneurs, où petit à petit, tu vas avoir des œuvres physiques, une peinture, une sculpture, peu importe, à côté, d'œuvres qui sont, numériques, et qui sont du coup projetées sur, un écran. Et les Samsung Frames sont de bonne qualité, donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce partenariat avec Samsung. Et Heu, alors, c'est hyper intéressant parce que, donc, de ce que je comprends, c'est que tu as l'œuvre physique et de l'autre côté, tu as pas des copies, hein, mais des adaptations de cette œuvre physique au format numérique et tu en as donc une édition limitée et chacune est représentée par un NFT. ouais, Et est-ce que tu dois avoir le NFT pour avoir justement la copie numérique dans une très bonne qualité où bien elle est sûr. accessible pour tout le monde? Ouais, OK. Exact Exactement. Tout comme sur ton téléviseur, tu auras une qualité qui sera, heu, on va dire, si tu n'as pas le NFT, c'est une qualité qui est bonne, mais qui est pas excellente. Et puis tu as le trademark, la collection en bas. Alors lorsque tu c'est ton NFT, en fait, l'idée, ça va être de pouvoir projeter les NFT de la collection sur son téléviseur, mais pas seulement. Encore une fois, dans cette logique de rendre accessible le plus facilement possible sa collection, en fait, tu vas pouvoir connecter ton wallet dans lequel tu as ta collection ou tes wallets dans lesquels tu as tes collections de NFT et pouvoir les projeter très facilement, sur ton téléviseur, dans un environnement, on va dire, avec une bonne expérience. Alors, j'imagine que toutes les œuvres n'ont pas le même prix, ça dépend vraiment, je sais pas, de l'artiste, du nombre de copies, et cetera. Et par Ouais. exemple, pour cet exemple-là, c'était quoi à peu près le prix moyen du NFT, et il y a eu combien de NFT, par exemple, pour une œuvre en particulier, Alors les niveaux de rareté, donc ça, c'est les discussions qu'on a avec, les institutions. On va dire que ça va de un exemplaire unique. Parfois l'institution souhaite, garder toujours aussi une version de cet NFT. En fait, c'est se constitue du coup,
en fait, une collection de NFT. Et donc du coup, le nombre d'éditions minimum est de un ou de 2. Et de 2 dans ce cas-là, il y aura un seul NFT qui sera mis en vente et on peut monter jusqu'à 10 ou jusqu'à 100, voilà, en fonction, du type d'œuvre et puis ça va avoir un impact sur les prix. L'ordre de grandeur des prix, c'est que tu commences autour, de 100 € et ça peut monter jusqu'à 1 000 €. Certaines sont aux enchères, donc on a vendu, certaines à plus de 10 000 ou 30 000 €. OK. Et je me dis, le fait de mettre ton œuvre, sur ta télé, enfin ton œuvre au format NFT sur ta télé, ça marche par exemple pour des tableaux? Et par exemple pour des sculptures, est-ce que vous le faites aussi ou c'est limité? C'est une bonne question parce que pour les sculptures, on a numérisé une sculpture qui était à base de Piranesi, du British Museum et on va dire le résultat est assez bluffant. Alors évidemment, tu vas pas profiter, de ta sculpture sur un écran comme, ta sculpture, sur, ton bureau. Néanmoins, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que généralement, on constitue après une espèce de vidéo où en fait, on va pouvoir, faire tourner la sculpture, faire des zooms et des dézooms et en fait, le niveau, de scan est tellement précis que tu vas avoir, un niveau de détail vraiment parfait et finalement, tu vas découvrir potentiellement des détails que tu ne verrais pas à l'œil nu. Parce qu'en fait, à l'œil nu, généralement, comment dire? Tu vas pas regarder forcément de très, très, très près ta sculpture. Donc Ouais. cette expérience où tu vois, en fait, une sculpture en 3D qui tourne avec des zooms et des dézooms, ça peut aussi te permettre de découvrir, en fait, des détails que tu n'aurais pas découverts, sinon. Alors, une bonne anecdote, c'est par exemple, on l'a fait même pour une peinture d'Egon Schiele avec le Leopold Museum. On s'est découvert qu'il y avait une empreinte digitale, en fait, de l'artiste qui n'avait jamais été vue sur ce tableau, auparavant par le musée, en fait. OK, Ouais. énorme. Et ouais, donc c'est marrant comme manière. Ouais, c'est vraiment un moyen de consommer l'art d'une autre façon, Ouais, plus accessible. Et d'ailleurs, comme tu le disais, hein, sur le site de la collection, finalement, tu peux retrouver les œuvres qui sont numérisées, donc j'imagine de qualité, on va dire moyenne. Donc après, tu peux acheter, donc, comme tu disais, l'œuvre au format NFT avec vraiment une excellente qualité. exactement. La question que je me pose aussi, c'est est-ce que vous avez déjà eu des clients qui ont eu des problèmes de clés privées parce qu'ils ont acheté, ils trouvent plus l'accès à leur compte ou pas? Alors, ce qui est cool, j'ai vu sur votre site, c'est que tu peux finalement faire l'achat avec ton mail et pas forcément avec un wallet. Les 2 sont possibles. Donc c'est à la fois, ouais, accessible aux fans d'art, mais aussi aux fans de blockchain. Ouais, bien sûr. En fait, tu peux soit, évidemment te connecter directement avec ton wallet si tu en as déjà un. Et donc c'est une manière de se connecter, de faire un achat et de recevoir ces NFT. J'ai envie de dire, avec ces personnes-là, il y a jamais eu de problème parce que c'est pas leur premier achat. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a 50 de transactions qui sont en carte bleue et 50 qui sont, en Ether, ou maintenant on est d'ailleurs également sur Polygon. Mais donc ça montre qu'on a vraiment ces 2 types de personas et ceux qui, achètent pour la première fois, encore une fois, évidemment que leur NFT va être minté et transféré sur un wallet, mais c'est une complexité dont ils n'ont pas on va dire, à se charger. On crée tout ça pour eux et donc finalement, ils ont un espace personnel dans lequel ils vont retrouver leur NFT sur la collection. Donc on veut simplifier, en fait, se rapprocher plus des logiques, e-commerce. En fait, notre objectif, c'est que ce soit aussi simple d'acheter sur la collection qu'un livre sur Amazon. Ouais. En gros, c'est ça, tout simplement. Et je me demande, tu vois, finalement, un utilisateur qui va sur la collection pour acheter un NFT, donc d'une œuvre, il le fait pour quelle raison? Est-ce que c'est plus par, justement, comme tu le disais, avoir l'œuvre dans une très bonne qualité pour ensuite l'afficher chez lui sur sa télé en grand écran? Ou plutôt dans une logique de spéculation, ou juste pour dire, voilà, je suis fan de cet artiste-là et j'ai envie d'avoir un peu une trace, cet artiste, vraiment d'avoir quelque chose qui m'appartient, qui appartienne de cet artiste? Alors on en fait, je dirais que tu vois, les 2 personas que je t'ai donnés, on s'est rendu compte qu'en fait, ils ont des comportements d'achat assez différents. Et ça, c'est vrai pour, donc l'exemple avec les musées, mais c'est aussi vrai avec, l'art numérique, hein, avec nos artistes qu'on représente, parce qu'aujourd'hui, c'est surtout sur la création, en fait, qu'on veut se développer et aider ces artistes, au maximum. En fait, on le voit lorsque, une personne achète, 2 éditions, tu vois, d'une même œuvre, lorsque c'est une œuvre qui a plusieurs éditions. Là, il y a une logique, clairement de, vouloir en revendre une, à terme pour pouvoir, pour pouvoir en fait, déjà, il y a une volonté d'en garder au moins une des 2, mais qu'il y en ait une avec laquelle tu vas dégager une plus-value qui va, finalement,
te permettre d'avoir accédé à une œuvre à un moindre coût. Et d'autres, en fait, et c'est aussi pour ça qu'on a mis en place cette collaboration avec Samsung, c'est qu'on avait des collectionneurs qui nous disaient: «Je viens d'acheter», alors que la collaboration avec Samsung n'était pas encore finalisée, mais «Je viens d'acheter une télé uniquement pour pouvoir projeter mes NFT». Bon, sauf que l'expérience était beaucoup plus complexe évidemment. Là, maintenant, avec une application, on a vraiment complètement simplifié, justement cet usage. Heu, mais donc, pour certaines personnes et ça, c'est vraiment des gens qui nous intéressent. L'idée, c'est vraiment de pouvoir transformer un écran qui, lorsqu'il est noir, on va dire, pas très esthétique. Tu vois, le background serait différent si j'avais juste un écran noir, derrière, et c'est de le transformer en, tout d'un coup, un objet de décoration. Et pouvoir du coup profiter et en fonction de son humeur, en fonction de ses choix, enfin en fonction du jour et cetera, pouvoir afficher tel ou tel, NFT, voilà, échanger très, très simplement. OK. Et peut-être qu'on peut revenir sur l'exemple de la Monnaie de Paris, Ouais. dont tu parlais. Donc en gros, de ce que je comprends, c'est que vous aviez déjà un partenariat avec la Monnaie de Paris et vous avez un peu fait, la mise en relation entre la Monnaie de Paris et l'artiste? Oui. Alors oui, désolé. Alors en fait, on discutait avec la Monnaie de Paris et on était en train de lancer une exposition avec plusieurs artistes, qu'on a appelé Arts and Currency. Donc c'est vraiment, l'art et la monnaie, la signification de la monnaie. On a travaillé avec, différents artistes, notamment Obios et cetera, enfin sur différents artistes numériques sur cette thématique. Ça a intéressé la Monnaie de Paris qui était en train de préparer le lancement d'une exposition qui s'appelle «L'argent dans l'art». Leur réflexion, c'était de se dire: «Nous, on aimerait bien justement qu'un artiste puisse s'inspirer du lieu», parce que la Monnaie de Paris, c'est un lieu magnifique, et puis s'inspirer du lieu pour, on va dire compléter, notre collection, permanente et être en fait intégré dans notre collection, et donc créer un dialogue entre des pièces qui sont parfois millénaires, on va dire de l'art, extrêmement contemporain. Et on avait Robert Ellis en tête, parce que bon, c'est un artiste déjà qu'on suit depuis le début. C'est un artiste qui est, reconnu, c'est un artiste qui avait été je crois que c'est le premier artiste qui a été mis en vente par, Sotheby's et Christie's, le premier artiste NFT, qui a été mis en vente par ces plateformes. Et pourquoi? Parce qu'en plus c'est un artiste enfin, on va dire, qui plaît autant aux collectionneurs traditionnels qu'aux collectionneurs, je dirais plus, art digital, Web3. Et pourquoi? Parce que c'est un artiste hybride qui a une dimension, physique et une dimension numérique dans ses œuvres. Donc quand tu vas à la Monnaie, tu vois des œuvres physiques, et en fait, l'œuvre numérique qui est associée, donc pour acheter l'œuvre physique, tu es obligé d'acheter tu achètes en fait le NFT. Les 2 sont complètement liés. Mais le NFT représente quelque chose d'autre. Le NFT, en fait, on va dire, va compléter l'œuvre physique. Voilà, et donc il y a notamment un bloc, bloc numéro 22, c'est une œuvre un peu iconique qui s'appelle Portrait of a Mind. Et donc ça, c'est une œuvre, il y a 40 blocs en fait qui, par exemple, retranscrivent tout le code du Bitcoin et qui est réparti sur ces 40 blocs. Et en fait, l'idée, c'est que dans cette même logique de décentralisation, ces blocs soient dispersés dans le monde entier. Et donc il y en a aujourd'hui dans 15 pays différents. Il y en a même un qui a été sur, une zone de forage pétrolière, donc au milieu de nulle part, et qu'il y en ait un à la Monnaie de Paris, c'est une symbolique très, très, très forte. Voilà, et donc c'est vraiment et l'idée, c'est qu'en fait, ces chaînes de code soient dispersées dans le monde en lien avec la décentralisation, du Web3 de manière générale. Et tu disais que l'œuvre physique et l'œuvre, digitale sont liées. Mais on est d'accord que quand j'achète le NFT, je suis pas propriétaire de l'œuvre physique? Si, si. Si, justement, oui. Ah ouais, si, 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 si. Les 2 sont Et liés, c'est-à-dire que en fait, tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. d'accord. Et après je peux en faire, ce que je veux, je peux la mettre où je veux, on est d'accord? Elle doit Bien pas être au sûr, même endroit, par contre, je ai appris. OK, bien très sûr. clair. Et non mais hyper intéressant. Donc en fait, de ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même pas mal de use cases qu'on peut adapter selon les, ouais, enfin qu'il y a plusieurs use cases différents. C'est-à-dire que tu vois, il y en a un où tu as la propriété digitale qui est liée à la propriété physique, un autre où, ça va être un peu différent dans l'exemple que tu donnais avec, le musée de Boston, où c'est un accès en fait pour une journée, pour voir, l'œuvre physique, hein, c'est ça? Ouais, exactement, l'œuvre originale qui n'est jamais exposée si tu es détenteur d'un des NFT de la collection. Exactement. Et comment ça marche du coup? En fait, vous vous rapprochez des musées et ensuite vous allez vraiment, vous mettre d'accord sur une expérience utilisateur ensemble? Enfin, je veux dire, il y a vraiment une co co-construction
de Ah ouais, l'expérience utilisateur bien sûr. avec le Bah, après, on a des briques de service quand même. Donc là, c'est 2 cas d'usage, on va dire assez différents. On en a un autre qui est plus autour, de la connaissance de ses visiteurs et de la création d'une communauté de visiteurs. Donc ça, c'est à travers le souvenir numérique. Par exemple, on est présent au Grand Palais Immersif, hem, qui, met en ce moment en avant, une exposition autour de Mucha, l'artiste, Mucha. Et comme c'est une exposition immersive, en fait, quand tu visites cette exposition, tu as énormément de vidéos, en fait. Tu as plein d'écrans, géants et cetera. Bah, tu as vraiment une visite immersive. Et ce qui est intéressant, c'est l'idée, c'est de se dire: tu peux repartir avec un bout de l'exposition. Donc finalement, de la même manière, tu vas pouvoir, scanner un QR code, et obtenir un NFT extrêmement simplement. Et finalement, tu repars avec, un bout de la vidéo que tu as vue sur un écran géant, le catalogue de l'exposition, et du contenu, associé. Donc finalement et l'idée, c'est que, au fina tu collectionnes, en fait, ces souvenirs numériques et ça te permet, en fait, de pouvoir, encore une fois, prolonger cette expérience muséale. Si jamais à un moment voilà, tu veux te replonger dans une exposition que tu as pu faire. Imaginons qu'il y ait une exposition Mucha dans un autre musée, et que ça t'intéresse, bah, avant d'y aller, peut-être que tu as envie de revoir, le contenu et le catalogue, que tu avais vu, au Grand Palais Immersif, et petit à petit, en fait, de garder une trace de toutes tes visites. Et l'idée, c'est, qu'on soit présent dans un maximum de musées et que tu t'amuses, en fait, à collectionner, ces souvenirs numériques. Et donc au-delà du contenu du contenu additionnel, petit à petit, il y aura il y aura une valeur utilitaire également associée où, en fait, le musée va récompenser, bah, ceux qui viennent le plus souvent au musée, et faire, par exemple, des complétions de séries, avec, bah, voilà, des personnes qui sont venues X fois au musée, au bout de Y années, ont accès à une invitation au vernissage, ont accès à une visite privée, ont accès à une discussion avec le conservateur du musée, et cetera, et cetera. C'est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion un peu de communauté aussi, permettre au musée de repenser ouais, la communauté. Et donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas au musée, via la collection, j'imagine, tu vas pouvoir dire voilà, j'ai assisté à telle collection, enfin, telle. Ouais et enfin, non seulement et enfin, pour le musée, ce qui est aussi très intéressant, c'est que, beaucoup de personnes encore dans les musées achètent leur place, au guichet. Mhm. Donc du coup, c'est impossible de savoir qui ils sont. Donc l'idée pour le musée, c'est de créer, aussi un nouveau canal de discussion, pour, on va dire, engager leurs visiteurs. Ce qui est impossible aujourd'hui lorsqu'une personne achète, une place dans un guichet. Donc, l'idée, c'est de créer cette communauté pour, justement, bah, l'animer à travers, voilà, les musées créent aujourd'hui énormément d'événements ad hoc, des discussions, des performances, live, des vernissages, voilà, même, bah, on va dire des espaces pour les enfants, enfin bref, ils essayent de vraiment d'optimiser leur espace pour, ne pas se limiter à une ouverture, qui serait, 10h, 18h quoi, hein, si je simplifie et donc c'est dans cette logique d'animation qui existe déjà, en fait, faire entrer des personnes qui sont, en fait, des visiteurs, récurrents. Qui sont pas forcément des gens qui sont abonnés, mais qui, en fait, ont le même comportement ou parfois même visitent plus le musée même que leurs abonnés. Ok, excellent. Et ça veut dire, ça, c'est des fonctionnalités qui sont déjà disponibles ou c'est des Ah bien fonctionnalités sûr, ouais. ouais, mais ça veut dire que par exemple, là, si on prend l'exemple de la Monnaie de Paris, Ouais. dès que je vais à une exposition de la Monnaie de Paris, même si c'est une exposition qui n'est pas listée sur la collection, je pourrais quand même m'enregistrer, dire j'ai bien assisté à cette exposition. Alors pour la Monnaie de Paris, donc là, ce que je t'expliquais sur le souvenir numérique, on l'a mis en place avec le Grand Palais Immersif Ok, et pour la Monnaie de Paris, on l'a mis en place pour le vernissage d'accord. et donc toutes les personnes qui ont assisté au vernissage, ont pu repartir avec un souvenir numérique en lien avec ce vernissage et ce qu'on a de la même manière, en fait, on va pousser du contenu petit à petit auprès de toutes ces personnes. Donc typiquement, on préparait un catalogue, on va leur envoyer en fait, le catalogue va être disponible dans leur espace personnel et donc non seulement, on va dire, le souvenir numérique a une valeur intrinsèque, esthétique, ou artistique, mais en plus, ça te permet d'accéder à du contenu additionnel et donc là, on a une vidéo du vernissage qu'ils vont pouvoir retrouver. Hmm. Il y a le catalogue des expositions qu'ils vont pouvoir retrouver. On a différents, podcasts ou articles, qu'on va aussi mettre dans ce souvenir numérique. Du coup, les personnes vont pouvoir on peut voir, bah, l'écho que ça a pu avoir dans la presse, peut-être,
lire, approfondir la connaissance de l'artiste qu'ils ont découvert, qu'ils ont rencontré à cette occasion, etc., etc. Ok. Donc là, pour l'instant, c'est événement par événement et peut-être à terme, ce sera pour tous les événements. Et Exactement. je me posais une question. Est-ce que finalement, tu as acheté ton NFT sur la collection pour, d'un artiste particulier, pour une œuvre qui a été NFTisée? Est-ce que tu peux ensuite revendre sur un marché secondaire, donc avec d'autres personnes qui se trouvent sur la collection, d'autres utilisateurs à cette œuvre, ou tu dois forcément aller sur une marketplace classique type OpenSea, justement, dont tu parlais tout à l'heure, pour revendre ta Ah, œuvre? on a notre propre marketplace, Ok, donc tu peux revendre sur la collection.io. Et tu peux également retrouver tes œuvres sur OpenSea. Donc, mhm, en fait, tu peux faire les deux. très clair. Je te propose peut-être de revenir justement à la création de la collection. Comment ça Ouais. s'est passé? Donc, tu as eu cette idée. Est-ce que tu t'es associé tout de suite? Bah, je parle du British Museum, je crois que c'était votre premier Ouais. Ouais, partenaire. Comment vous êtes allé voir? Est-ce que vous aviez un produit quand vous êtes allé les voir? Comment ça s'est passé un peu les tout débuts? Écoute, la manière dont ça s'est passé, c'est que j'ai eu cette idée qui a germé. J'avais absolument zéro contact dans la culture. Ok, Donc, j'ai juste écrit des messages sur LinkedIn. Et c'est comme ça que j'ai eu le British Museum. Et en fait, avant d'avoir le British Museum, j'ai discuté avec d'autres institutions et j'ai eu, on va dire, une discussion qui m'a convaincu que c'était une bonne idée et qu'il fallait que je me lance. Et au moment où j'ai fini ce call, j'ai ressenti quelque chose qui est très particulier, que beaucoup d'entrepreneurs ressentent. C'est qu'en fait, tout d'un coup, cette idée, elle te porte à tel point que il n'y a rien qui puisse t'arrêter. Et donc là, j'ai vraiment accéléré. Je travaillais en parallèle. J'avais un job, hein, donc du coup, je travaillais tous les week-ends, tous les soirs. Enfin, j'étais obnubilé par cette idée. Et la première chose que j'ai voulu faire, c'est trouver un associé côté tech, parce que c'est avant tout de la tech. Et donc, je me suis associé avec Fabien Langlais, qui est mon associé, qui est le CTO de la boîte, que j'avais rencontré dans une boîte passée, qui était un peu, enfin, qui était pas un peu, qui était l'expert blockchain. C'était chez AXA, donc rien à voir, tu vois, dans le milieu de l'assurance. Et c'était l'expert blockchain d'AXA. Et donc, on avait pu faire un projet ensemble, on s'était bien entendu. Et du coup, on s'est très vite associés. Et au fur et à mesure des discussions, on a développé vraiment un prototype qu'on pouvait montrer, tu vois, au musée. Mais c'était vraiment un prototype. Et le lancement, entre la signature du contrat et le lancement, ça a été extrêmement court. On parle de quelques semaines. Et donc, du coup, ce prototype, on a dû le transformer on va dire, en plateforme qui tourne. Et puis, heureusement, le lancement s'est très bien passé. Donc, on a été ravis des résultats. Ouais. et justement, au moment du lancement, tu étais encore en poste dans ton... Non, à ce moment-là, j'avais démissionné. Non, là, c'était Ok, plus. Là, ça me prenait, je sais pas combien d'heures. Enfin, non, ça me prenait tout mon temps. Euh, Vraiment. Enfin, là, c'est du 8h minuit et le samedi, dimanche, comme le lundi, mardi et comme tous les autres jours de la semaine. ok. Et comment ça s'est passé? Enfin, c'était quoi l'argument qui a convaincu le British Museum d'y aller? Je pense que le premier, c'était la simplicité de notre solution. Ça, ils ont beaucoup apprécié. Je pense que ils ont aussi, ça se joue beaucoup finalement sur l'humain. Et donc, du coup, on a eu aussi une relation qui s'est faite de confiance très, très rapidement. Je rappelle qu'on était en plein confinement encore à ce moment-là. Il était Hmm. impossible de voyager. Et du coup, toute cette relation, elle s'est faite sur des visioconférences, quoi. Donc, c'était pas évident, mais ça s'est fait. Et il discutait avec d'autres acteurs, mais qui se sentaient moins engagés que nous. Et voilà, ils ont beaucoup aimé voilà, notre approche, notre sincérité aussi. Je pense que voilà, je parlais du projet comme vraiment quelque chose qui me porte à cœur parce que c'est mes tripes qui parlent, c'est mon cœur qui parle. Et donc voilà, je pense c'est un mix d'affinité, mais aussi de simplicité. Et en fait, ils ont compris que on avait une solution, que notre objectif, c'était de parler, en pas que, mais en tout cas, pouvoir parler à leurs visiteurs. Ça, c'était très important. Et c'est intéressant ce que tu dis, c'est que enfin, vous étiez pas les seuls acteurs, et donc c'est-à-dire qu'il y avait un besoin derrière, et donc ils étaient vraiment intéressés par la proposition de valeur. C'est-à-dire que c'est pas que tu arrives à quelque chose, ils se sont dit tiens c'est cool, c'est, ils avaient vraiment ça en tête de... Je pense qu'ils enfin, c'est pas je pense, c'est ils avaient une réflexion autour des NFT, mais qui était absolument pas aboutie.
Et donc, du coup, OK. il y a eu toute une phase de co-création, de leur expliquer notre concept. Il y a eu énormément d'allers-retours. Et puis, on s'est arrêté sur un modèle au bout d'un moment et on s'est dit, bon, bah, testons ce modèle. Voilà. Et eux, l'aspect, parce que finalement, c'est un revenu supplémentaire. Est-ce que c'était, un argument aussi, intéressant ou c'était, on va dire, la cerise sur le gâteau, mais c'est pas ça qu'ils recherchaient? Bon, compte tenu des revenus du British Museum, c'était un peu cerise sur le gâteau. Mais en revanche, la mission d'un musée, c'est de toucher le public le plus large possible. Et donc leur volonté, et ça c'est vrai avec tous les acteurs avec qui on discute, c'est avant tout de toucher un public un peu plus jeune et un peu plus international. Parce qu'aujourd'hui, la grosse difficulté des musées, un peu partout dans le monde, hein, c'est un vieillissement des visiteurs. Et puis, alors encore plus pendant le confinement, l'impossibilité de toucher une cible internationale. Et d'ailleurs, je me posais la question, est-ce que finalement, ces musées, réfléchissent à faire de plus en plus de visites virtuelles, de bonne qualité de leur collection? Hem, Oui, alors en fait, beaucoup de musées ont développé des plateformes open source. Tu peux trouver, on va dire, la plupart de leurs œuvres. Mais le constat, c'est que c'est peu ou pas visité et que tu as absolument aucune récurrence. mmh Là, en fait, en fait, de créer chaque, vente sous forme d'exposition, ça permet d'animer, en fait, une certaine communauté de collectionneurs, qui grandit, qui grandit. Et donc du coup on va dire de mettre en avant une partie de cette collection de manière, beaucoup plus efficace que juste, laisser un utilisateur devant une plateforme open source dans lequel tu peux avoir 1 million d'œuvres. En fait, c'est très utile pour, des profs ou des étudiants, mais pour on va dire le visiteur, lambda, finalement, c'est une navigation qui lui correspond pas vraiment. Enfin, il faut qu'il soit un peu tenu par la main. Ouais, je comprends. Bah, c'est vrai qu'il y a un aspect peut-être, tu passes de spectateur à potentiellement acteur, parce que du coup, ça veut Exactement. dire que en tant Ouais, qu'utilisateur, tu peux potentiellement, même si tu vas pas forcément le faire, potentiellement acheter l'œuvre et peut-être que exactement. ça change, la chose. OK. Hem Et il y a une question que je me posais aussi sur, quand vous avez créé du coup la collection, vous avez eu le British, Museum. Vous avez levé des fonds ensuite à ce moment-là ou vous êtes est-ce que vous avez levé des fonds? Alors, en fait, en quelques semaines, on a finalisé le contrat. Quand je dis en quelques semaines, c'est 4 semaines. On a finalisé le contrat, on a signé le contrat avec le British Museum. On a lancé la plateforme, qui était live, 4 semaines plus tard et on a fait un pré-seed et ce pré-seed, on voulait avant tout être accompagné, hem, par on va dire des professionnels du Web3. Donc du coup, c'est là qu'on a fait appel à, Nicolas Julien, tu vois, qui est le fondateur de Sorare, et Thomas France, qui est un des fondateurs de Ledger. Et donc on a eu ces 2 investisseurs. Après, c'était de la love money, mais friends and family. Mais sinon, c'était très important pour nous, d'être entouré de ces 2 personnes qui me sont encore aujourd'hui d'une aide, extrêmement précieuse, quoi, même très, très précieuse. Donc voilà, et donc on a fait cette petite levée de fonds. Ça nous a permis, d'avoir un peu d'investissement marketing pour, avoir un lancement plus réussi. OK. Et après vous avez pas relevé derrière, c'était la seule, levée? Si, après on a levé, quelques mois plus tard, et cette fois l'idée c'était de s'accompagner, de personnes, du monde de l'art, et du monde de la tech, mais surtout du monde de l'art. Donc, on a levé auprès il y a un fonds de VC qui s'appelle Alven, qui est notre, investisseur lead, et puis on a eu d'autres, personnalités du monde de l'art comme, le président de Lafayette Anticipation, qui est Guillaume Houzé, qui est aussi, heu, on va dire, au board, qui fait partie de la famille Houzé, qui détient les Galeries Lafayette. On a, typiquement, également le fonds de la famille Arnault, qui est évidemment des très, très grands, collectionneurs. On a également Frédéric Jousset à nos côtés, qui a un fonds qui s'appelle Art Nova, qui est le fonds qui investit le plus dans la culture. Voilà, on s'est entouré petit à petit, on a aussi quelques collectionneurs. On s'est entouré petit à petit d'investisseurs qui venaient du monde de l'art et en fait, on avait le meilleur des 2 mondes qui est complètement notre ADN, c'est l'art et la tech. On avait des fondateurs Web3, on a Sébastien Borget qui nous a rejoints également. Donc tu vois, on a en gros les fondateurs de Sorare, Ledger, de Sandbox Capital sur la partie tech. Sur la partie art, on a, des personnes que je viens de te citer. Très clair. Vous avez levé combien du coup à ce moment-là?
On a levé un peu plus de 8 millions d'euros. Ok. Et alors, la question que je voulais te poser tout à l'heure m'est revenue. Je pensais au mécénat et donc aux entreprises, hein. Ouais. Est-ce que justement, c'est un axe que vous essayez de développer, donc l'investissement des entreprises pour subventionner, on va dire, des œuvres, des collections? Alors, non, en revanche, ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment d'une logique de mécénat, mais c'est plus des fondations. Il y a beaucoup de Ok. fondations d'entreprises qui se constituent des collections. Et l'énorme avantage, c'est que ces fondations, du coup, elles vont mettre en avant nos artistes. Et donc, nous, ça a énormément de valeur de toucher cette typologie de collectionneurs, de toucher les fondations. Donc, nos collectionneurs, ils ne sont pas tous pas des particuliers. Il y en a certains aussi qui sont des fondations. Très clair. Et c'est marrant, j'ai vu sur LinkedIn que parmi tes collaborateurs, donc il y avait quelqu'un qui était Head of Contemporary Art. Ouais, Donc j'imagine qu'il y a un énorme travail de curation, euh, exactement. comme tu le disais, hein, pour vraiment trouver les bons artistes avec qui vous allez travailler. Il y a vraiment ce travail, ouais. Donc, c'est Marlène Berg, c'est qui est là, qui travaille avec nous depuis le début, qui a une formation, qui fait l'histoire de l'art, qui a travaillé chez Christie's, qui a travaillé chez White Cube, qui est une grande galerie d'art contemporain. Donc qui vient vraiment de ce milieu, qui s'intéressait à l'art digital. Il s'intéresse à l'art digital depuis un petit moment. Donc c'est une véritable experte et ça change tout dans la relation qu'on a avec nos artistes. Ça change vraiment tout, parce ça permet de, les présenter d'une manière qui est, extrêmement aboutie et réfléchie. Ça permet d'attirer aussi des collectionneurs, qui sont, on va dire, agréablement surpris justement par, la qualité curatoriale et donc du coup par les explications et ça rend les œuvres beaucoup plus attractives et puis ça permet aussi même une réflexion dans le moment de la production. Tu vois, typiquement, Marlène a joué un rôle fondamental dans notre relation avec la Monnaie de Paris parce qu'elle a suivi l'artiste, dans la sélection. Donc déjà, elle l'a sélectionné, mais ensuite elle l'a proposé à la Monnaie et ensuite elle a suivi toute la production, la scénographie, la mise en avant, le contenu, l'histoire qu'on allait raconter avec la Monnaie de Paris. Donc avoir ce type de profil, c'est fondamental. Carrément. Et ouais, je trouve ça hyper cool ce que vous faites. Et je me dis, bah, je suis un musée, j'ai pas forcément d'argument de dire non, j'y vais pas. Est-ce que vous avez des musées qui vous ont refusé, enfin, qui ont dit non? Alors on a eu, différents types d'arguments, parce que, selon les projets, il y avait, l'argument environnemental qui revenait, très souvent au début. À cause de la Depuis blockchain? À cause de la blockchain. D'accord. Donc il faut savoir que depuis, septembre, 2022, on était sur Ether. Maintenant, on est sur Ether et également sur Polygon, donc on fait les 2. Et d'ailleurs, petite précision peut-être par rapport à ça, c'est qu'avant, Ethereum était sur la Proof of Work et a Exactement, migré sur la Proof of Stake. en Donc en septembre gros, la preuve de 2022. travail à la preuve d'enjeu, moins polluant. Donc voilà, peut-être que Alors, moins polluant, enfin, c'est pas moins polluant, c'est oui. qu'en fait, c'est une baisse de 99,9% Mmh. de ta consommation d'énergie. Donc c'est le jour et la nuit, en fait. Ouais. Donc aujourd'hui, une boîte comme YouTube consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'énergie, que l'activité de toutes les plateformes, d'art, numérique et même des blockchains, Ethereum, par exemple. Heu et encore plus et Polygon également. Donc c'était quelque chose, effectivement, en 2021 qui était encore vrai sur une blockchain comme Ethereum, qui n'est plus du tout vrai aujourd'hui. D'accord? Donc mais ça, c'était un argument, assez fort qu'on reprochait, en fait, à la technologie blockchain, qui n'est plus du tout donc c'est plus du tout un argument qu'on entend parce que c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Mais j'insiste un peu là-dessus parce que moi, enfin, comment dire? Nous, on était dépendants de ces blockchains. Donc c'est pas moi, Jean-Sébastien, qui ai appelé Ethereum en leur disant: «Les gars, ce serait bien d'accélérer, parce que, OK. c'est un vrai souci environnemental». Mais qu'une industrie, ait non pas fait l'effort de baisser de 5 de 10 sa consommation d'énergie, mais ait réfléchi à une manière de baisser, de faire disparaître, en fait, parce que là, on passe de 100 à 0,1 de consommation si on compare. Je trouve que c'est très rare, en fait et ça montre à quel point la technologie évolue dans le bon sens. Donc voilà, donc ça c'est un argument en fait, voilà qu'on a pu réfuter, heu et aujourd'hui les musées en fait ont vraiment des problématiques très différentes. Donc certaines sont très intéressées pour constituer une communauté. Donc ça c'est leur objectif numéro 1, et donc la mise en place du digital souvenir est quelque chose qui les intéresse beaucoup, et de mieux connaître, en fait leurs visiteurs.
Heu, donc ça, c'est voilà. Pour d'autres, ça va être effectivement la mise en avant, de leur collection et pour d'autres et voilà, en fait, très vite, la difficulté, c'est maintenant on va dire, plus de 3 services, et donc très vite, c'est de voir quel est celui qui intéresse le plus notre interlocuteur. OK. Bon, j'espère que ceux qui, donnaient, l'écologie comme, excuse, ont changé d'avis, Ouais, oui, bah, ils sont clairement revenus, enfin, aujourd'hui, c'est plus du tout un argument. Peut-être, ce qui dessert un petit peu, c'est quand même la chute des marchés, hein, on va pas se Mmh. le cacher. On est, dans un marché qui a quand même fortement chuté, l'année dernière et donc du coup, ça crée, on va dire, une volatilité extrême qui, rend un peu, on va dire, qui fait un petit peu peur à certaines institutions. D'où la volonté de développer des services qui ne sont pas du tout corrélés avec la volatilité de marché et c'est le cas du souvenir numérique. Ah, Le OK. souvenir numérique, l'idée, c'est pas de le revendre, l'idée, c'est vraiment de se constituer une collection de souvenirs, de lieux que j'ai visités. Mais c'est intéressant, quand vous allez voir donc des musées que vous ne connaissez pas encore, est-ce que vous, utilisez les mots blockchain, NFT ou vous accentuez plus l'expérience utilisateur? Dans ce cas-là, pas besoin de ces mots-là, en fait? C'est un très, très bon point, on l'utilise de moins en moins. En fait, on parle de programmes de fidélité, d'outils CRM, tu vois, pour tout ce qui est, souvenirs numériques et expérience innovante auprès du visiteur. On n'en parle pas à nos partenaires, on en parle encore moins aux visiteurs. Mmh. Tu vois, quand tu collectionnes ton souvenir numérique, on te dit pas: «Tu achètes un NFT» ou «Tu obtiens un NFT». C'est pas le sujet, en fait. Exactement. Donc du coup, c'est la parler de NFT, c'est rendre du coup, inaudible la valeur du service que tu proposes. Donc c'est effectivement un terme qu'on utilise de moins en moins. Et est-ce que justement, quand vous avez, employé les mots NFT, enfin surtout le mot NFT avec des musées, au contraire, il y a eu de la méfiance parce que tout de suite, les gens pensent aux, Bored Ape, donc les têtes de singe, Ouais, qui, comme tu l'as dit, hein, sont très, volatiles, hein. Le prix est ouais. passé, de 400 000 en termes de prix plancher à maintenant, 50 000 à peu près. Est-ce que justement les gens, veulent pas être associés en fait à ça? Hem, alors, bah, si, si, enfin, c'est un vrai sujet. Alors, je dirais qu'on est passé par différentes étapes. Le mot NFT en 2021, quand je parlais aux premières institutions, la plupart savaient pas du tout ce que c'était. Donc il y a eu une phase d'éducation. Personne ne savait absolument pas de quoi on parlait, en fait. Donc, il fallait expliquer ce que c'était en ayant une explication la plus simple possible. Si tu rentres dans quelque chose de trop technique, si tu te lances à expliquer comment fonctionne la blockchain dans le détail, tu parles à quelqu'un qui travaille dans le milieu de la culture, c'est pas son rôle de comprendre, des complexités, très tech, qui parlent plus à des ingés, tu vois? Donc, on a vraiment simplifié au maximum, les explications en lien avec, on va dire les bénéfices surtout de cette technologie, ce que ça pouvait apporter. Donc on il y a eu une phase d'éducation. Ensuite, il y a eu une phase, d'excitation, une fois que c'était compris, qui a été, notamment en France, c'était plus une phase d'excitation, mais bornée par une phase d'approfondissement, notamment par le ministère de la Culture, avec une volonté de vraiment comprendre, dans le détail, et on va dire avoir l'approbation, par le ministère de la Culture que c'était une technologie dans laquelle les institutions devaient aller. Et la bonne nouvelle, c'est que, heu, bah, Emmanuel Macron, la semaine avant d'être élu, avait fait son premier article sur, The Big Wave, je crois, disait qu'en fait, les institutions culturelles devaient aller dans la Metaverse et le Web3 et devaient créer justement des doubles numériques et donc du coup, ça a impulsé une dynamique très positive. Tous les documents qui ont été, créés, dans ce sens, il y a eu énormément moi, j'ai été auditionné plusieurs fois, dans ce cadre. Bon, les résultats sont positifs et donc du coup, il y a eu un entre guillemets «un feu vert», de la part du gouvernement et j'ai le meilleur exemple, c'est, le Centre Pompidou qui a acheté, des NFT qui sont exposés, de manière permanente, dans leur collection. Voilà, on connaît le Centre Pompidou, enfin leur section en plus elle est très intéressante, elle est assez surprenante, et c'était peut-être le meilleur signal à envoyer. C'est de dire, bah, voilà, le plus grand musée d'art contemporain français, bah, constitue, enfin, se constitue, de NFT, et complète sa collection avec des NFT. Et d'ailleurs, vous, parmi les musées avec qui, vous avez noué un partenariat, est-ce que vous essayez de pousser des artistes vraiment,
vraiment artistes numériques qui font vraiment que des œuvres au format numérique ou format NFT du coup, qui n'ont pas d'œuvre physique en fait? Alors, oui, oui, bien sûr. On parle avec des institutions et il y a pas forcément un aspect physique. Là, Robert Ellis, c'est un artiste très particulier qui est hybride. Hem, je pense que c'est une vraie tendance quand même de voir de plus en plus, des artistes, purement numériques qui cherchent à avoir quand même une physicalité de leur œuvre. En tout cas, pour discuter avec beaucoup d'artistes, c'est quelque chose qu'ils recherchent. Heu, eux, en fait, enfin, ce qui est vraiment intéressant, et qui est passionnant, en fait, genre, voilà, en évoluant avec ces artistes, c'est de se rendre compte à quel point, oui, ils souhaitent, utiliser, la blockchain comme un nouveau médium. Oui, ils cherchent à montrer une nouvelle forme d'art, mais ils cherchent également à embrasser complètement, notre, patrimoine. Donc du coup, ils aiment ces dialogues, quelque part, si faciliter ce dialogue, ça passe aussi par une physicalité de leurs œuvres, ça leur va très bien. Ils sont pas là pour, comment dire? Ils sont pas des artistes qui, veulent, créer un schisme entre, l'art avant et l'art après, en fait, pas du tout. Au contraire, ils veulent embrasser complètement notre patrimoine qui est très riche et c'est pour ça qu'on s'appelle la collection d'ailleurs, quand je parle d'artistes français, mais même des artistes, étrangers. Mais on a la chance en France d'avoir un patrimoine culturel, démentiel, et donc ils veulent l'embrasser au maximum. OK. Et toi d'ailleurs, c'est quoi ton avis sur le métavers? Est-ce que, tu penses que c'est pertinent aujourd'hui pour le monde de l'art d'aller dans le métavers, tu vois, pour des musées, de faire des expositions dans le métavers? C'est encore trop tôt parce que, le public est pas prêt ou la techno n'est pas prête? Bah, les techno, on est assez tout début, hein, ça c'est une évidence. Mais je pense que l'expérience dans la metaverse, c'est différente, de que sur une plateforme comme la nôtre. Je pense qu'il y a une nécessité de gamifier l'expérience au maximum. Typiquement, on va accompagner le British Museum à aller sur Sandbox. Et donc là, on réfléchit à tout un concept. C'est une annonce qu'on a faite là cet été et l'idée, c'est de travailler, tu vois, de co-créer avec le British Museum une expérience gamifiée dans la metaverse. OK. Sachant que donc The Sandbox, hein, qui est, dont Sébastien Borget est le cofondateur, c'est vraiment un métavers, donc un monde, virtuel dans Ouais. lequel, tous les objets sont entre guillemets «très pixelisés» et donc Oui. sous-entendrait que les œuvres soient aussi très pixelisées pour être dans le dé Alors, pas forcément, parce qu'en pas fait, c'est forcément. un univers où tout est pixelisé et dans lequel tu peux intégrer des NFT qui sont, parfaitement nets, hein. OK. Heu, donc du coup, tu peux avoir un mix des 2. Évidemment et je suis d'accord avec toi, tout l'univers, il est archi pixelisé. Mais si sur un mur, tu as une œuvre d'art, numérique, un NFT, il est enfin, en gros, c'est la représentation de cette œuvre et en OK. fait, cette Oui, c'est œuvre vrai. n'est pas pixelisée, Yes. surtout pas. Hem, pour venir aussi sur la création et même jusqu'à maintenant, est-ce que tu as, c'est quoi les difficultés que vous avez rencontrées? Bah, la plus grande, c'est, quand tu comment dire? Quand tu as un marché qui, bouge, tu vois, à ce point, hem, bah, tu dois t'adapter, tu dois bouger très, très vite. Donc nous, je te dis notre première re réaction, c'était de se dire: «Comment développer aussi des services qui ne sont absolument décorrélés de la volatilité de ce marché?» qui nous dessert, en fait. Vraiment qui nous dessert. Et d'où la volonté de construire ces souvenirs numériques et on a voulu, également, tu vois, ouvrir un peu ce scope, à d'autres verticales du monde de l'art et par exemple avec la littérature. On travaille aujourd'hui avec, Calman Levy du groupe Hachette. L'idée c'est de utiliser on va dire les NFT comme moyen de casser la désintermédiation qu'ont les maisons d'édition avec, leurs lecteurs. Ils sont désintermédiés par des librairies, ou des plateformes de vente comme Amazon ou Fnac.com et cetera. En fait, on ajoute un QR code dans le livre, qui est imprimé dans le livre. Ça va permettre de mettre en place ce qu'on appelle une lecture augmentée, dans laquelle tu vas pouvoir accéder à une fin alternative, à un chapitre manquant, on voit du contenu additionnel qui a de la valeur pour le lecteur et en fait, tu vas de cette manière faire une collection de tes lectures. De la même manière que c'est un souvenir numérique lorsque tu visites un musée, là, c'est si tu veux un souvenir numérique de ta lecture. Et Et donc c'est ça intéressant parce permet que oui, pardon. Non, je t'en prie. ouais, du coup, bah, l'intérêt aussi pour la maison d'édition, c'est que du coup, c'est à nouveau un channel de communication qui se crée, qui permet en fait de reconnecter le lecteur final avec la maison d'édition. Et donc, d'animer, ces lecteurs, d'avoir une connaissance fine de ces lecteurs, de les inviter de la même manière, de les inviter à toute forme d'animation qu'ils font déjà.
des signatures avec des auteurs, des participations dans des festivals, des foires, des salons euh, où les auteurs seront présents, des discussions, des panels de discussion, des webinars ou des rencontres physiques, etc. etc. Ouais, c'est hyper intéressant. Il y a vraiment cette double utilité à la fois pour créer une communauté, mais Ouais, aussi enrichir l'expérience utilisateur grâce au numérique. Ouais, exactement. c'est Exactement. hyper intéressant. Je te propose de conclure, Jean-Sébastien. Déjà, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur les prochaines actualités de la collection? Alors oui, on a pas mal, mais on va assister après la Monnaie de Paris et il y a un ouais, il y a un grand événement, on va dire, dans le secteur de la photo qui va avoir lieu à Paris, dans lequel on va être présent. C'est une foire très importante. Je ne dirai pas son nom, mais je pense que les gens auront compris. Et ça, c'est un super message, tu vois, c'est un super signe. C'est de voir une foire de premier plan au niveau mondial. Donc là, on est dans le domaine de la photo. On avait aidé aussi l'AFP à faire leur première NFT de photographie. Donc, c'est un secteur qu'on connaît. C'est un secteur qu'on apprécie énormément, auquel on croit énormément. Et qu'un salon, on va dire, d'art et tout d'un coup un secteur Web3, c'est quelque chose de nouveau. Et dans ce marché qu'on appelle bear market, baissier, etc., avoir la volonté en fait de développer quand même on va dire des booths qui vont être dédiés au Web3, et nous on en fera partie, c'est un sacré signal pour le marché. Donc ça, je dirais, c'est ouais, voilà, ça va être une de nos enfin une de nos, on va dire, on a d'autres annonces, mais celle-ci, ça va être la plus importante. Ok, génial. Et une dernière question, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut lancer un projet Web3 aujourd'hui? C'est de le tester le plus vite possible auprès d'une communauté. C'est tout simplement. Nous, on a été forcés de lancer un produit qui n'était pas parfait. Et un produit n'est jamais parfait. Et en fait, quand tu cherches la perfection, tu oublies que en fait, le mieux, c'est de le faire améliorer en fonction des retours des utilisateurs. Et nous, le fait qu'on ait été contraints à ce point dans les délais pour lancer notre plateforme nous a obligés à faire des choix, mais d'avoir aussi des retours utilisateurs très, 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 très rapidement. Et du coup, à faire évoluer la plateforme dans le bon sens très rapidement. Ok, très clair. Super conseil. Merci beaucoup, Sébastien. C'était un plaisir. Bah, merci à toi.